Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ah, parfait. Bonjour à tous. On est tous un petit peu en avance. Je vous propose qu'on attend quelques minutes afin que tout le monde puisse se connecter avant de commencer. Pour l'instant, je vais partager mon écran. Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Mhm. Ah, est-ce que vous entendez de l'écho de mon côté? Ah, ok. Donc c'est probablement de votre côté, monsieur Martin. Mhm. On va attendre religieusement les 11h01 et on va pouvoir commencer. Parfait, 11h01. Donc bonjour à tous. Je vais me présenter assez succinctement. Donc, je m'appelle Corentin Grune. Donc j'ai été consultant pendant plus de 3 ans donc dans un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, durant lesquels j'ai pu réaliser des missions qui étaient axées autour de deux domaines. Donc le premier, les tests d'intrusion. Concrètement, cela revenait à jouer le rôle d'un hacker éthique, d'identifier les vulnérabilités d'un système, peu importe, une application web, une application mobile ou autre, euh, avant qu'elle soit exploitée par un attaquant et d'en informer l'entreprise et de lui donner les recommandations pour qu'elle puisse les corriger. Et j'ai aussi travaillé dans la réponse à incident. Donc là, en fait, on va s'attaquer après une attaque et non pas en amont. Et là, mon rôle, c'était de déterminer la chronologie de l'attaque. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un attaquant a fait, quelle vulnérabilité il a pu exploiter, et en parallèle, piloter la reconstruction du SI et son état normal, car nous, ce qu'on voulait, c'est bien évidemment reconstruire en corrigeant les vulnérabilités qui avaient été exploitées, car sinon, bah, si on reconstruit exactement comme c'était avant, un attaquant exploiterait les mêmes vulnérabilités et arriverait une nouvelle fois à compromettre l'entreprise. Et aujourd'hui, donc je suis analyste certes chez Stoic, donc la cyberassurance, et mon rôle est de répondre aux incidents, donc comme je vous avais Stone, mais là cette fois-ci donc chez Stoic, de répondre aux incidents de nos assurés et de les accompagner lorsqu'ils ont un incident de cybersécurité. Aujourd'hui, l'objectif du séminaire, c'est de s'intéresser au déroulement d'une cyberattaque et notamment, on va fonctionner de la manière suivante. On va faire un rapide état des lieux des cyberattaques et notamment la cible des TPE-PME, ce qui va véritablement aussi nous intéresser dans, 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 dans cet événement, dans ce webinaire. On va ensuite s'intéresser au déroulement d'une cyberattaque. Donc concrètement, comment fonctionne une cyberattaque, les différentes étapes, les risques que peuvent entraîner une cyberattaque. On va aussi en discuter et comment s'en protéger. Je vous propose de poser les questions dans le canal qui est adéquat. Normalement, il me semble qu'il y a un canal pour poser des questions. Euh, et donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez au cours de la présentation. euh, si quelque chose n'est pas clair, afin que l'on puisse continuer sur de bonnes bases, car il y aura sûrement d'autres personnes qui auront les mêmes questions que vous. Euh, donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer, de faire un état des lieux.
de la menace des cyberattaques. Donc, comme vous le savez sûrement, puisque vous êtes ici, les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et aucune entreprise n'est épargnée, notamment les TPE, PME, mais aussi les grosses entreprises du CAC 40, comme par exemple Thales récemment. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques articles de journaux qui datent d'il y a quelques jours. Donc, on est vraiment en novembre 2022, il y a toujours autant d'attaques. Et ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler que ça ne se produit pas. Ça se produit de manière constante et une fois par intermittence. Et la dernière grosse attaque qui avait eu lieu, il me semble que c'était l'hôpital de l'Essonne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc ils se sont fait attaquer, ils ont eu un ransomware qui a été déployé sur de nombreuses de leurs machines. Et ça a été la véritable grande attaque récente qui a été assez médiatisée. Mais sinon, des attaques, il y en a tous les jours et des ampleurs plus ou moins différentes. Euh, mais donc, concrètement, qu'en est-il des cyberattaques qui vont viser les TPE, PME? Ce que je vous propose, c'est d'analyser certaines statistiques que j'ai récupérées suivant différentes sources, euh, donc notamment sur l'ANSSI. Donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc c'est un petit peu la NSA à la française, si ça vous parle un petit peu, afin de décrire les tendances donc de cyberattaques, notamment des TPE-PME, suivant les 2-3 dernières années. Donc on peut observer la première chose qui nous saute aux yeux, c'est le grand chiffre de 700 millions d'euros. Donc ça correspond aux dommages totaux, au total, que les TPE-PME ont dû, enfin, ce que les cyberattaques, de manière générale, leur ont coûté au bout d'un an, et simplement à cause des ransomware. Et donc évidemment, ce, ce prix-là a tendance, enfin ce coût-là a tendance à s'élever au fur et à mesure des années, car évidemment les attaques sont de plus en plus nombreuses sur les TPE-PME. Justement, en parlant d'augmentation d'attaques, on a une hausse de 400% qui a été notifiée par l'ANSSI. Euh, et donc 43%, enfin, c'est-à-dire que 43% de l'ensemble des cyberattaques qui ont eu lieu sur l'ensemble des sociétés ciblent les TPE-PME, et qui est de plus en plus conséquent. Donc 400% et déjà 43%, ça aussi semble des pourcentages qui sont assez élevés. Et on pourrait se poser légitimement la question, pourquoi viser les TPE-PME et pourquoi ne pas viser en fait des grandes entreprises, car potentiellement elles ont plus d'argent et donc c'est ce qui intéresse potentiellement l'attaquant et donc c'est vers ça qu'il devrait se diriger. La raison est simple, c'est la facilité. C'est-à-dire que si vous jetez un petit coup d'œil aux autres informations, on a 52 jours en moyenne pour détecter une cyberattaque sur un système d'information et on a 60% des TPE-PME qui ne se relèvent pas d'une cyberattaque. Donc ça prouve véritablement une absence de moyens qui sont mis en place par les TPE-PME pour se protéger. Et on a aussi une absence de sensibilisation des collaborateurs du TPE-PME. C'est-à-dire que on a 91% donc des attaques qui ciblent ces mêmes entreprises utilisent ce qu'on appelle le phishing. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est simplement des mails, des faux mails qu'un attaquant va envoyer en se faisant passer pour une source de confiance et il va vous encourager à cliquer sur un lien, saisir vos identifiants ou exécuter une pièce jointe. Et cette technique-là est utilisée dans 91% des attaques visant les TPE-PME. Donc ça va prouver également un manque de sensibilisation des collaborateurs. Donc on a un manque de moyens et un manque de sensibilisation. Il faut bien comprendre que concrètement un attaquant reste un humain derrière un écran et que très souvent ça reste son métier, donc de pirater des entreprises pour pouvoir récupérer de l'argent, pour subvenir à ses besoins et donc il va viser la rentabilité. C'est-à-dire véritablement, heu, il va rentrer par où il peut rentrer, essayer de faire le plus de dégâts possible et concrètement, ça va être des attaques qui vont être beaucoup plus opportunistes que des attaques qui vont être ciblées. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est qu'un attaquant, il va se balader dans la rue, on va utiliser l'analogie d'une maison un peu plus tard pour décrire une cyberattaque. Il va rentrer là où il peut rentrer, il va voler ce qu'il peut voler et ensuite il va faire ça pour toutes les maisons auxquelles il peut passer. En parlant d'attaquants, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qui nous attaque. Donc, véritablement de s'intéresser à la criminologie des attaquants. Concrètement, comme vous pouvez le voir ici, on a 4 types d'attaquants qui sont souvent décrits lorsqu'on parle de criminologie d'attaquants, qui ont des motivations différentes. Donc le premier, c'est les collaborateurs internes qui décident de se venger d'une entreprise dans laquelle ils travaillent.
par exemple, d'un licenciement ou en récupérant les données de son entreprise pour faire jouer la concurrence. Ça peut être aussi des activistes, comme vous connaissez très bien le collectif Anonymous, qui se bat pour des idéologies. Ils utilisent souvent des attaques qu'on appelle déni de service, c'est-à-dire que ils vont simuler énormément de connexions sur des serveurs web, par exemple des serveurs de l'Élysée, sur des choses comme ça. Et le serveur ne pourra pas gérer toutes les connexions et donc en fait, il va redémarrer ou il va s'éteindre, etc. Et donc c'est comme ça qu'ils vont poser problème. On a aussi l'État. Donc là, surtout en ce moment avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, donc ce sont deux pays qui sont très avancés dans la cybersécurité, qui vont s'attaquer l'un l'autre à des fins d'espionnage ou carrément de destruction. Et ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le troisième, c'est-à-dire le crime organisé. Euh, Leur objectif est financier, donc la rentabilité, et la facilité d'exécution à distance, enfin la facilité d'exécution et surtout que ce soit à distance, va les intéresser de plus en plus. Comme ça, ils peuvent tout faire de manière assez rapide et ça s'industrialise aussi de plus en plus. C'est-à-dire que véritablement, les ransomware, etc., ça va devenir de véritables entreprises avec un service après-vente, avec un département de ressources humaines. C'est assez impressionnant de savoir ça, mais c'est tout à fait le cas. Je vous invite à lire des articles qui sont liés au groupe d'attaquants qui s'appelait Conti. Et ils avaient véritablement un département de ressources humaines pour pouvoir recruter, etc., différents types d'attaquants. Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur qui attaque les TPE-PME, on va vraiment s'attaquer au vif du sujet et se concentrer sur le déroulement d'une attaque. Comment les attaquants opèrent. Concrètement, il existe également quatre étapes pour un attaquant pour compromettre, en simplifiant un petit peu les choses, pour compromettre un système d'information. Et ensuite, on va voir les différents risques que cela peut entraîner. Donc, pour appréhender l'ensemble de ces étapes sans que ça soit trop technique, ce que je vous propose, c'est que on fasse l'analogie d'une maison, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'un système d'information, une application ou autre, ça soit une maison, et que la ville dans laquelle se situe la maison, ça soit Internet. Et l'attaquant est finalement un cambrioleur qui veut s'introduire dans la maison. La première étape d'un cambrioleur ou d'un attaquant, ça va être la reconnaissance. Ça va être de rechercher des informations publiques à l'aide de techniques actives et passives. Donc, par exemple, si on parle du scan passif, enfin, du scan actif, on va commencer par là, ça va être de passer devant la maison et de vérifier quelles sont les entrées possibles. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Est-ce qu'il y a une porte de garage? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce que les barrières sont suffisamment hautes pour être escaladées? Est-ce que les maisons disposent de fenêtres? Est-ce qu'elles sont en bon état? Si c'est une porte simple ou une porte blindée? Il va vérifier en fait l'ensemble de ces informations et concrètement, ça va être du scan actif. Donc en termes un petit peu plus cyber, on va essayer à chaque fois de faire l'analogie entre les deux. Ça va être un attaquant qui va vérifier s'il y a des vulnérabilités qui sont déjà exposées sur des systèmes. Donc il va parler un petit peu au serveur web, à l'application, etc. Et il va essayer de découvrir le plus d'informations par rapport aux technologies utilisées, aux versions, essayer de voir si certaines sont vulnérables. Il va essayer de faire ensuite du scan passif. Donc là, par exemple, ça peut être aller à la mairie de la ville et essayer de récupérer les plans de la maison, essayer de vérifier si des travaux ont été faits, et quelles sont les personnes qui ont pu accéder à la maison, ce que aussi les habitants de cette maison font comme métier pour s'y intéresser. Euh, Tout ça, ça va être sans interagir directement avec la cible. Au niveau cyber, on est sur, par exemple, de la collecte d'identifiants au sein de bases de données fuitées. C'est-à-dire que, si vous voulez, sur Internet, il y a pas mal de bases de données qui se sont fait compromettre, qui se sont fait pirater, et les attaquants les ont mis à disposition de tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez y accéder et vérifier si des identifiants qui correspondent à, à la cible, en tout cas que vous voulez compromettre, sont disponibles. Ça va être rechercher aussi des informations sur les utilisateurs, que ce soit LinkedIn ou autre, pour récupérer leurs emails, leur téléphone, des informations personnelles pour potentiellement leur envoyer un mail de phishing, on va y venir après. Euh, une fois qu'il a un bon recul sur la maison, il voit à peu près comment elle est faite, il va s'efforcer de trouver un endroit véritablement, donc là, en étant actif, pour entrer. Donc là, en fait, on parle vraiment d'accès initial. Donc là, un cambrioleur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Bah, il va essayer de tenter d'ouvrir la porte principale. Il va déjà essayer de tourner la poignée et voir déjà si la porte est fermée à clé ou pas. Si elle est fermée à clé, il va essayer de croquer potentiellement la serrure, voir si la serrure est peut-être crochetée assez facilement. Utiliser un pied de biche, sinon si c'est un peu plus compliqué, d'escalader les barrières, essayer de voir s'il y avait d'autres endroits
et forcer d'autres endroits par lesquels il peut passer. En termes cyber, on va être sur 3 différentes techniques. Donc des identifiants. Donc là, en fait, il va essayer de récupérer donc un login, donc un identifiant et un mot de passe pour pouvoir se connecter, par exemple, au mail, à une application, à un serveur à distance. Le phishing, comme on l'a vu, c'est l'attaque la plus importante sur les TPE-PME. On est à 91 toujours d'attaque. Un mot de passe faible, ça peut être un mot de passe qui est générique, par exemple le nom de l'entreprise avec l'année. On retrouve souvent ça en tant qu'attaquant pour rentrer sur un serveur ou sur un site web. Et aussi des bases de données publiques, comme je vous l'ai dit juste avant. On a aussi le cas des vulnérabilités. Donc là, c'est dans le cas où, par exemple, le serveur web possède une ancienne version qui n'a pas été mise à jour et donc elle possède une vulnérabilité. Donc ça peut être un serveur VPN qui permet par exemple d'accéder directement au réseau interne de l'entreprise. Ça peut être un serveur de messagerie, de mail, ou encore un serveur d'accès à distance. On parle souvent de Citrix ou de services exposés qui RDP, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont des choses qu'on peut retrouver assez régulièrement dans les entreprises. Ensuite, on attaque la configuration. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez déployer des technologies, que ce soit une application web, service de messagerie, etc., l'accès à l'administration de ces systèmes peut être configuré par défaut. C'est-à-dire que vous avez toujours un identifiant et un mot de passe qui est par défaut, qui n'a pas été changé par l'entreprise. On retrouve souvent, par exemple, le célèbre admin-admin. Donc, c'est-à-dire que l'identifiant est admin et le mot de passe est admin. On a souvent ça même par rapport sur vos box, par exemple, sur vos box Internet chez vous. Vous avez toujours un compte administrateur qui peut s'y connecter avec un identifiant dont le nom est admin et le mot de passe qui peut dépendre, mais sur les moins bien sécurisés, c'est admin. Euh, Toutes ces étapes vont permettre à un attaquant d'avoir un pied dans le SI d'une société. Et donc là, pour un cambrioleur, c'est un pied dans le périmètre de la maison. Euh, on peut considérer que le cambrioleur, là dans notre cas, il a pénétré la cave de la maison et il doit maintenant monter aux étages de la maison pour voir ce qui s'y passe. Et donc là, on va s'attaquer aux mouvements latéraux, qui va être la troisième étape d'une cyberattaque. Donc concrètement, là, son rôle, ça va être d'élever ses privilèges, d'accord, et de pivoter à travers de multiples systèmes du réseau interne, d'accord. Euh, pour reprendre l'analogie de la maison, imaginons que la porte soit fermée à clé, elle aussi, et donc il va tenter de trouver la clé dans les tiroirs, dans les placards qu'il peut y avoir dans la cave. Il va tenter de crocheter la serrure si c'est faisable, ou même de trouver une autre clé. Par exemple, imaginons que dans la cave, il trouve la clé de la porte de jardin qui permet de pénétrer à la maison. Bah, lui, ça lui convient tant qu'il peut rentrer dans la maison. Une fois qu'il a pu faire ça, il peut accéder à la maison, aller aux différents étages et accéder aux différentes pièces de la maison. Dans le cas cyber, on peut prendre le cas d'un attaquant donc, qui a envoyé un mail de phishing. Euh, la victime a exécuté la pièce jointe que l'attaquant lui avait envoyée, et donc l'attaquant a pris la main sur le poste de travail de la victime. Une fois que c'est fait, il va essayer d'exploiter au maximum les privilèges de la victime. Peut-être que la victime a accès à une base de données, d'accord, euh, ou même plusieurs bases de données dans le réseau interne. Il y accède, il voit ce qu'il peut trouver, et potentiellement, il peut bien évidemment trouver des identifiants d'un autre compte. Cet autre compte, ça peut être un compte qui a des privilèges plus élevés, c'est-à-dire qu'il peut faire plus de choses dans le système d'information, et peut potentiellement permettre d'accéder à un serveur d'administration qui va ensuite nous permettre d'élever encore ses privilèges. Vous voyez, on part d'un compte standard qui a été compromis, qui est simplement ouvert ses mails et exécuté une pièce jointe, et l'attaquant va tenter d'élever ses privilèges et d'avoir de plus en plus de privilèges avec des comptes de plus en plus importants dans le système d'information. Et une fois qu'il a la main mise sur le serveur d'administration, potentiellement, il peut rebondir sur ce qu'on appelle l'Active Directory ou l'environnement Cloud AWS, donc c'est un terme technique du système d'information. Concrètement, pour vous faire assez simplement, l'Active Directory, ça va être l'environnement Windows qui va être destiné à gérer une infrastructure d'un système d'information qui va être axé principalement sur Windows. Et ensuite, AWS, ça va être l'environnement cloud qui va être destiné à gérer l'infrastructure cloud de l'entreprise. Une fois qu'il a la main mise sur l'Active Directory et sur l'environnement cloud, AWS, il peut véritablement tout faire. Donc là, l'objectif de l'attaquant est quasiment atteint. Il peut même rebondir potentiellement sur d'autres entreprises dans lesquelles seraient présents des identifiants, par exemple, dans l'Active Directory, dans l'environnement cloud de l'entreprise. Euh,
dans le terme de l'analogie de la maison, on pourrait considérer que, par exemple, bah, la famille possède une maison de vacances et avait des clés de la maison de vacances et il pourrait récupérer ces différentes clés et faire la même chose sur la maison de vacances, des habitants de la maison. La dernière étape, c'est l'exécution. Donc il ne lui reste plus qu'à faire ce pourquoi il est là, et un cambrioleur, c'est vraiment dérober les effets personnels des habitants. En termes cyber, on est sur, par exemple, de l'exfiltration de données. Donc là, on est sur, un attaquant qui va récupérer toutes les données un peu confidentielles de l'entreprise. Hem, sur l'analogie de la maison, on peut être un peu plus pernicieux. On peut considérer que le cambrioleur va dérober quelques effets personnels, mais garder la clé principale de la maison. C'est ce qu'on appelle, la persistance dans le monde de la cybersécurité. Ça peut souvent exister où des attaquants vont faire en sorte de garder un pied, même si on change par exemple le mot de passe d'un compte et cetera, il va essayer toujours d'avoir un pied dans le système d'information. L'attaquant, enfin le cambrioleur là va garder la clé, il va voler quelques petits effets personnels, une fois par semaine, une fois par mois, de sorte que personne ne se rendra compte dans les habitants. On a du détournement de fonds, là aussi pareil, c'est-à-dire que là, un attaquant va pouvoir modifier des RIB, des transactions financières ou autres, pour, pour son bien et pour sa rentabilité. Et ensuite le déploiement de ransomware, donc pour vous faire un petit peu simple, concrètement, on va s'attaquer un petit peu plus à ça par la suite, expliquer ce que c'est. Mais c'est comme si un attaquant rentrait chez vous, il va récupérer tous vos effets personnels qui sont précieux, et il va les enfermer dans un coffre chez vous, qui va être très moderne, et il va le laisser dans la maison avec une note de rançon, en vous disant: «Si vous voulez récupérer la combinaison du coffre pour pouvoir récupérer vos effets personnels, veuillez nous faire un virement sur cette adresse-là, sur ce compte-là». Et très souvent, dans le monde de la cybersécurité, on est sur des adresses qui sont liées à des adresses liées au Bitcoin, car c'est moins souvent traçable. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça. Là, maintenant, on va s'attaquer aux critères, pour définir les risques, d'une cyberattaque. Donc concrètement, on a 3 critères qu'on utilise souvent. Donc la disponibilité, c'est la capacité d'être accessible, la capacité des biens à être accessibles par les personnes autorisées au moment voulu. On peut penser par exemple sur une entreprise qui va générer de l'électricité, il faut qu'elle puisse générer de manière constante de l'électricité et que la disponibilité est très importante pour elle. Si elle ne peut plus générer d'électricité, ça pose énormément de problèmes. L'intégrité, on est plus sur une propriété d'exactitude et de complétude, c'est la définition de l'ANSSI, des biens et des informations. Alors concrètement, ce sont des termes qui sont un petit peu complexes. Ça va être, on va s'assurer que les modifications ne soient pas modifiées. Par exemple, on a une transaction financière entre 2 sociétés, on veut s'assurer que le montant de l'argent ne change pas. On n'ajoute pas un zéro, on n'en enlève pas, ou le RIB est le même. Donc c'est vraiment la capacité d'être les données à être intègres. On a enfin la confidentialité, donc évidemment là ça c'est la notion qui parle aussi un petit peu plus, c'est la capacité d'être uniquement accessible aux personnes autorisées. Par exemple, les données médicales que vous pouvez envoyer sur Doctolib à vos médecins, vous voulez uniquement qu'elles soient accessibles par vous et par personne d'autre. C'est ce qui nous intéresse. Hem, on fait aussi souvent appel à la traçabilité, qui est un petit peu moins importante, mais qui reste tout de même et c'est la capacité, à tracer l'ensemble des connexions et des accès et des actions, d'un utilisateur qui peut énormément nous servir, nous, par exemple, moi, en tant que réponse à incident, pour vérifier qu'est-ce que l'attaquant a fait sur le SI. Concrètement, on va parler un petit peu plus concret au niveau des risques, sur les TPE-PME, ce qui va principalement les cibler, ça va être la disponibilité. Il faut que, leurs services soient disponibles tout le temps, hem, leurs services ou leurs produits et c'est vraiment la disponibilité qui va être ultra importante et l'atteinte à la disponibilité des données peuvent être entraînées par, bah, une perte d'exploitation et qui va être liée à un ransomware. Il faut savoir qu'un ransomware, il y a 3 choses à retenir vis-à-vis de ça. Il y a, donc le chiffrement des données. Qu'est-ce que fait un ransomware? C'est va chiffrer les données. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc un petit peu comme l'analogie, d'un attaquant qui va récupérer des données personnelles, qui va le mettre dans un coffre et qui va garder la combinaison pour lui, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va chiffrer les données, il va les rendre illisibles par une clé qui va être détenue par l'attaquant et elles ne peuvent être rendues, lisibles uniquement en récupérant la clé de l'attaquant. Donc c'est pour ça qu'il va déposer une demande de rançon et qui va vous demander de payer et il va vous donner les instructions pour pouvoir le faire, pour pouvoir récupérer cette clé déchiffrement qui va vous permettre de rendre lisible à nouveau vos données. Et l'attaquant et les agences s'amusent souvent à, faire en sorte d'encourager rapidement la société à payer en disant qu'ils vont divulguer des informations qu'ils ont pu extraire, puisqu'évidemment,
Avant de déployer un ransomware, l'attaquant est maître de votre récit, donc il va récupérer des données, il va exfiltrer. Et si vous ne payez pas à une date donnée, il va dévoiler toutes les données qu'il a pu récupérer sur votre récit. Ça peut être des secrets commerciaux, comme d'autres choses. Et ça cible principalement Windows. Donc 95% des ransomware en 2021 visent des systèmes Windows pour la pure et simple raison que c'est les systèmes d'exploitation qui est le plus utilisé globalement dans toutes les entreprises et qu'un attaquant vise la rentabilité et donc il va viser le plus de sociétés possible, raison pour laquelle il va se concentrer sur Windows. Point aussi important, c'est que le paiement de la rançon ne garantit pas la récupération des données. Il peut fuir avec l'argent, il peut en demander, il peut simplement déchiffrer une partie de données et pas toutes les données, et peut même déchiffrer toutes vos données, mais garder un pied dans le système d'information et rechiffrer vos données quelques mois plus tard. Ça, c'est plusieurs fois vu dans certaines crises. Donc voilà la perte d'exploitation qui va être liée en ransomware. Sur la confidentialité, c'est aussi une chose qui peut être importante, ça va être le vol des données. On a différentes données qui peuvent être volées, on a des données médicales, des données financières, des données personnelles et des identifiants. Sur des données médicales, on a par exemple des rapports d'examen, des prescriptions, des factures, des certificats médicaux, et cela peut entraîner par exemple une discrimination à l'embauche. On a aussi des données financières, donc carte bancaire, RIB, et cetera. On peut penser à des virements frauduleux en récupérant les codes des cartes bancaires, ou même l'attaquant peut les récupérer et les vendre sur le marché noir. Ça se vend aussi très bien. On a des données personnelles, donc carte d'identité, passeport, numéro de téléphone, et qui peuvent être utilisées pour usurper votre identité pour faire des actions malveillantes. Vraiment pour ouvrir des comptes en banque, pour ouvrir des comptes en banque un petit peu malveillants, liés au crime organisé. On peut tout à fait utiliser votre carte d'identité et ça peut suffire. Et vu qu'en plus, en ce moment, on utilise souvent et on scanne souvent nos documents pour, par exemple, une recherche d'appartement, ou pour ouvrir un compte à une banque, ces données-là se retrouvent de plus en plus, en fait, sur des systèmes d'information. Et on a enfin des identifiants, donc ça peut être des comptes d'entreprise, des comptes personnels, des comptes applicatifs, donc pour accéder à des applications web. Et ça peut être utilisé, en premier lieu pour pénétrer le système d'information, accéder aux mails d'une personne haut placée ou même être vendu à d'autres attaquants pour qu'ils puissent, les exploiter pour, pénétrer votre récit. Hem, il y a certains risques, donc là, on a parlé un peu des risques directs, voilà, de la disponibilité et la confidentialité, c'est ce qui va véritablement, concerner les TPE-PME. Et on a aussi souvent des risques indirects qu'on a tendance à oublier, et parmi ceux-ci figurent, 3 risques indirects. Donc, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux. On a l'atteinte à l'image, donc on a, qui va entraîner en fait une perte de confiance, des clients, des fournisseurs, des partenaires envers la société et qui peuvent impliquer leur perte et une perte du chiffre d'affaires. On a les sanctions pénales, évidemment, donc des manquements qui peuvent être potentiellement relatifs à la protection des données personnelles, en raison d'une absence d'application de mesures de sécurité, qui peuvent être entraînées, et la perte de propriété intellectuelle, comme je vous l'ai dit, exfiltration de données, on récupère des secrets commerciaux, des brevets, des dessins, des modèles, du code, et donc ça peut entraîner une perte de propriété intellectuelle. Ce sont pas les risques premiers en cas de cyberattaque, mais il faut toujours les avoir à l'esprit car ils peuvent être très préjudiciables. On en sait beaucoup plus sur le déroulement d'une cyberattaque, les risques que ça peut entraîner, mais concrètement, comment se protéger face à ces cyberattaques? Donc on a 3 grands points. Le premier point, ça va être, pour reprendre l'analogie de la maison, on peut la renforcer en privilégiant une porte blindée à une porte standard, à installer des caméras de surveillance, à conserver les éléments personnels dans un coffre-fort avec un code compliqué. Tout cela va revenir à concrètement appliquer les règles d'hygiène informatique. Donc, je vous ai mis 2 liens de l'ANSSI si ça vous intéresse. Un lien qui va être plus lié aux entreprises de manière générale et un lien qui va être vraiment axé, TPE-PME qui date de 2021 et qui va vous permettre concrètement aux TPE-PME d'améliorer la sécurité de manière générale. Et donc, j'encourage vraiment à les lire, à les suivre, si vous souhaitez améliorer la sécurité globale. Donc concrètement, il y a certaines règles que je peux vous énoncer ici. Il y a effectuer des sauvegardes régulièrement et déconnecter de votre SI interne. Appliquer régulièrement aussi les mises à jour que peuvent avoir vos différents systèmes, implémenter des protections, donc un antivirus et des règles de pare-feu sur vos systèmes, adopter des bonnes règles lors de travail, de télétravail ou de déplacement. Ça va être ce genre de règles à adopter. Ensuite, on a la sensibilisation des utilisateurs. Comme vous vous souvenez, on a 91 des cyberattaques, qui utilisent le phishing, donc vraiment le facteur humain. Et si on prend l'exemple encore de la maison, si vous laissez, la clé sous le paillasson, mais vous avez une porte blindée, vous avez un coffre-fort, mais le code est écrit sur un post-it juste à côté, ça va pas être très efficace. Et c'est là où le facteur humain va être important. Et les collaborateurs devront être sensibilisés de manière régulière
pour, pour ne pas être, la cause d'une cyberattaque, notamment avec les mails de phishing, ou des mots de passe faibles qu'ils pourraient utiliser. Et enfin, le 3e point, ça va être souscrire à une cyberassurance. Comme vous l'avez vu, les PME, 60 des PME déposent le bilan après une cyberattaque. C'est un très grand nombre, et ça devrait être, beaucoup moins, en tout cas pour le bien des PME. Et ça revient aussi à avoir une assurance comme pour la maison. C'est-à-dire que concrètement, dès qu'il y en a une cyberattaque, la cyberassurance va être là pour vous accompagner, répondre à l'incident, essayer de rétablir l'état normal de l'entreprise afin de minimiser au maximum vos pertes. Heu, on a discuté, donc de beaucoup de choses aujourd'hui, donc on a fait un rappel état des lieux, on a fait un rapide, excusez-moi, état des lieux donc des cyberattaques ciblant les TPE-PME, les étapes d'une différente les différentes étapes, je vais y arriver, d'une cyberattaque, les risques et les manières de s'en protéger. Heu, on a discuté quand même de pas mal de choses, mais donc concrètement, quelles sont les informations à retenir s'il n'y avait que 3 par exemple? Donc l'état des lieux, donc une hausse des cyberattaques qui vont cibler les TPE-PME, donc toujours 43 des cyberattaques, et un manque terrible de moyens, donc cinquantaine de jours, d'une cyberattaque qui va ne pas être détectée et 60 de dépôt de bilan. Hem, qui restent des chiffres qui sont assez alarmants pour les TPE-PME, d'où le besoin d'organiser ce type de séminaire pour les sensibiliser. On a ensuite l'analyse de risques qui vont être liées, à une cyberattaque. Donc la perte d'exploitation, on a vu que c'était la chose la plus importante, notamment un ransomware qui va bloquer l'ensemble des activités du SI. On a aussi le vol de données qui peut entraîner d'autres risques tels que le détournement de fonds, ou utiliser, les identifiants qui ont pu être volés pour entrer initialement sur le SI. Et enfin, donc le dernier point, ça va être s'équiper d'outils et d'assurance cyber. Donc par exemple chez Stoic, je vais prendre l'exemple de Stoic, nous sommes une assurance cyber qui accompagne, nos assurés en tant que sinistre, évidemment pour rétablir le SI à l'état normal, pour minimiser vos pertes au maximum. Heu, mais on va travailler, ensemble parce qu'on développe également des outils pour vous permettre d'améliorer votre cybersécurité de manière générale, pour que de base et en amont, vous ne vous fassiez pas attaquer. Donc on a différents types d'outils. Évidemment, ils sont gratuits et on aide à l'implémentation de ces outils pour nos clients. On a par exemple différents scans. Donc on a parlé d'Active Directory et d'environnement cloud AWS. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est l'infrastructure concrètement de l'entreprise. On a différents scans qui vont permettre d'extraire la configuration, heu, de l'infrastructure, d'identifier les potentielles vulnérabilités qu'il peut y avoir et on partage l'ensemble des mesures de sécurité et des recommandations afin de corriger ces vulnérabilités, pour que vous puissiez être, mieux sécurisé de manière générale sur votre infrastructure. On avait vu qu'il y avait un grand point par rapport à ça, et aussi un grand point par rapport aux utilisateurs qui ont tendance à cliquer un peu trop régulièrement sur les mails et sur les liens qu'on leur envoie, faisant confiance, heu, aux mails qu'ils reçoivent. Par exemple, nous, nous avons un module et un outil de sensibilisation au phishing, c'est-à-dire que nous allons envoyer, assez régulièrement des faux mails de phishing à l'ensemble des collaborateurs. Donc on va récupérer leurs mails, on leur envoie des mails de phishing. Évidemment, en faisant avec des sources différentes, ça peut être Google, ça peut être le source des impôts, ça peut être, la sécurité sociale comme Amélie, afin de les encourager à cliquer et s'ils cliquent, on va leur envoyer automatiquement une formation, qui est automatiquement délivrée par Stoic pour pouvoir les sensibiliser, au phishing et pour que, ils ne puissent plus cliquer à l'avenir, car évidemment, c'est nous, tout va bien, mais ça pourrait être un attaquant et là ça se passera un petit peu plus mal. Voilà, écoutez, nous avons, terminé, ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser et j'y répondrai avec plaisir. Donc on va commencer, par le bas. On va essayer de remonter un petit peu vers le haut. Donc il y a Antonin Rijva qui nous pose la question: 700 millions, est-ce que c'est mondial ou c'est juste français? Malheureusement, c'est juste français. Je pourrais vous partager, donc c'est Systemix, donc vous pouvez taper, 700 000 000,
Systemix cyberattaque et vous allez voir que Systemix c'est une entreprise française qui a estimé que c'était le coût des TPE-PME, il me semble que c'était même en 2019, qui sont liés à des ransomware. Donc je vous invite à lire l'article de Systemix. Ensuite, la question de Stanislas, donc Braconnier. Est-il plus safe de travailler pour une PME avec les SI Cloud, Amazon, Windows, Google, plutôt que local? Windows, Apple. Euh, Concrètement, et pour vous répondre assez simplement, Cloud est préféré par rapport à, par exemple, un Active Directory en local. En revanche, la question est assez délicate parce qu'évidemment, quelqu'un qui aura beaucoup mieux sécurisé son local, son Active Directory en local, sera beaucoup mieux sécurisé que quelqu'un qui aurait un cloud qui ne serait pas sécurisé. Mais généralement, ce qui est privilégié, c'est le cloud, et véritablement, parce que l'Active Directory, on trouvera toujours des vulnérabilités. Là, évidemment, le cloud, ça devient de plus en plus exploité par les attaquants, mais actuellement, Active Directory, ça va être vraiment la cible des attaquants parce que ça va être des entreprises qui sont de plus en plus grosses vont avoir un Active Directory et évidemment, ça va être le plus rentable. Et c'est très facile lorsque vous avez la main mise sur un Active Directory de déployer un ransomware, par exemple, et c'est vers ça que les attaquants vont se diriger. Donc, pour répondre à votre question, c'est l'environnement cloud est privilégié au niveau sécurité qu'un Active Directory en local. Mais encore une fois, ça dépend de la sécurité que vous y implémentez. Est-on mieux protégé avec un VPN? Donc la question de Sébastien Fournier, bien évidemment, un VPN est toujours mieux pour pouvoir sécuriser l'accès à vos données. Vous voyez, on a pu avoir certains clients qui exposaient en fait des services qui étaient un peu trop sensibles d'administration, donc d'accès à distance, sur Internet. Et donc ça pouvait être très préjudiciable pour eux. Et ce qu'on leur a recommandé, c'est de uniquement exposer ces types de services, pas sur Internet, mais en interne, et d'implémenter un VPN pour permettre l'accès au préalable en interne et ensuite qu'ils puissent accéder aux services d'administration. Donc un VPN est fortement encouragé de manière générale pour une entreprise. Marilène Lablé, allez-vous nous envoyer cette présentation par mail? Donc vous avez un accès au replay via ce webinar, mais potentiellement on va pouvoir aussi vous mettre à disposition les slides si vous le souhaitez. Euh, Comment Stoic, donc de Diego Sainz, comment Stoic couvre ses risques indirects au sein de sa police, de sa police cyber, atteinte à l'image, sanctions et perte de propriété intellectuelle? C'est une bonne question. Nous, concrètement, on se concentre véritablement sur les risques directs parce que ça va être vraiment eux qui vont avoir le beaucoup plus d'impact sur l'entreprise. Si vous voulez, les risques indirects auront vraiment beaucoup plus d'impact lorsque ça va être des grosses entreprises. Pour les TPE-PME, actuellement, c'est pas du tout la priorité. C'est-à-dire que vraiment se concentrer sur, un risque du déploiement de ransomware, par exemple, qui va vraiment bloquer votre système d'exploitation et que vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus exercer votre activité, ça va être beaucoup plus prioritaire et actuellement, on se concentre sur ces risques directs, car ils sont beaucoup plus importants que les risques indirects hem, qui sont plutôt liés à des grandes entreprises. Heu, Utiliser une application de gestion, de mots de passe, donc c'est potentiellement, j'imagine, une question de Sébastien Fournier, donc c'est très, très, très encouragé. Donc ça fait partie des règles de bonne hygiène. Ce sont des outils qui permettent de stocker vos mots de passe, et de générer des mots de passe assez de mani enfin, des mots de passe robustes. Les gens ont tendance à conserver un même mot de passe qui n'est pas très fort pour plein d'applications et un gestionnaire de mots de passe va vous permettre d'utiliser des mots de passe différents sur différentes applications et de retenir uniquement un mot de passe. Ça va être le mot de passe juste et du gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre, du coup, de gérer l'ensemble de vos mots de passe et de générer des mots de passe robustes et d'utiliser pour différentes applications. Allez-vous bientôt prévoir la garantie, de rançon? Donc la réponse est oui, c'est une question de semaines. Nous y en concentrons, énormément sur ce sujet, et donc nous allons le faire. Les particuliers sont-ils également visés par les cyberattaques? Bien sûr, ce n'est pas uniquement les entreprises qui sont visées. C'est-à-dire qu'un particulier, tout le monde possède une adresse mail, bah, vous recevez un mail de phishing, par exemple, et vous cliquez sur le lien, votre compte mail ou votre machine se fait infecter, vous êtes compromis, et donc l'attaquant, une fois qu'il a accès, par exemple, à vos mails, il peut modifier le mot de passe, il peut tout modifier, vous ne pourrez plus récupérer l'accès à vos mails. En tout cas, ce serait plus compliqué. Donc évidemment, les particuliers comme les professionnels sont, sont vulnérables. Une question de Yann Quedarnel. Bonjour. En cas de sinistre, lorsque la garantie de gestion de crise est activée,
Passez-vous par un prestataire externe ou avez-vous des experts en interne? C'est-à-dire que nous, concrètement, si vous avez un incident de sécurité, par exemple, vous êtes, quelqu'un a compromis l'accès mail à d'un de vos collaborateurs, vous allez nous appeler et c'est, bah, moi, actuellement, personnellement, qui vais, répondre à cet appel, et qui vais, avec vous, qualifier l'incident et tenter de récupérer le plus rapidement possible l'accès à ces mails. Donc, nous avons des équipes et des experts en interne qui vont pouvoir vous accompagner. Actuellement, on ne fait pas appel à d'autres entreprises pour pouvoir gérer cet aspect. C'est pour ça que je suis là. Votre contrat couvre-t-il le remboursement de la rançon et autres sanctions pécuniaires? Donc, comme on l'avait dit précédemment au niveau du déploiement du ransomware, on va s'attarder à cette question-là et on va y répondre et ça va être un vrai sujet sur la cyberassurance, mais en tout cas, on va y répondre au sujet de la rançon. Enfin, pourquoi le Remote Desktop Protocol? Donc, c'est le protocole RDP pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est une question de Aurore Godrio. C'est un protocole un service qui permet d'accéder à distance à une machine. C'est un protocole qui est très, très sensible. Pourquoi ce protocole-là est considéré comme un risque dans le scan de Stoic, alors que la plupart des sociétés y font recours, notamment pour résoudre des problèmes par des services de l'IT. Alors, Aurore, vous avez tout à fait raison. Le service RDP est très souvent utilisé dans les environnements Windows. En revanche, dans le scan de Stoic, nous, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas l'exposer sur Internet. C'est-à-dire que si nous, on peut le voir depuis Internet, tous les attaquants peuvent le voir depuis Internet. Donc, concrètement, ce qu'on préconise, c'est de ne, c'est de, ce n'est pas de ne pas utiliser le RDP, mais c'est d'utiliser de manière sécurisée. C'est-à-dire de l'exposer uniquement en interne et de forcer l'utilisation d'un utilisateur à accéder au réseau interne depuis un VPN et ensuite d'utiliser le protocole RDP. Si vous voulez, le protocole RDP en soi, il est pas, c'est pas un mauvais protocole. Mais si vous voulez, s'il est exposé depuis Internet, on a eu de très nombreux cas, notamment en 2017 avec des MS-1710. C'est une vulnérabilité qui a entraîné énormément de dégâts dans le monde entier. Et ce que ça a exploité, alors excusez-moi, je confonds avec Eternal Blue, une autre vulnérabilité. Ça exploitait un problème dans le protocole RDP. C'est-à-dire que vous aviez une vulnérabilité dans le service, et pour toutes les sociétés qui exposaient ce service, les attaquants pouvaient exploiter et rentrer directement sur le système d'information. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de réduire son exposition et de le réduire uniquement en interne, de le restreindre en interne, de sorte que, au moins, les attaquants ne puissent pas y accéder depuis Internet. Une autre question de Stanislas Braconnier. Au-delà du ransomware, la valorisation d'un vol cyber semble difficilement quantifiable de façon précise, contrairement à un dégât des eaux, par exemple. Au-delà de l'accompagnement en tant qu'assureur, comment estimez-vous les dédommagements? Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste pour estimer ces différents coûts. Je pourrais me renseigner auprès de mon équipe et si vous voulez, on peut garder vos contacts et vous répondre prochainement. Jean-Luc Collin, avec le chiffrement AES 256, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un algorithme de chiffrement. Suis-je parfaitement protégé pour mes données? Merci. Alors le protocole AES 256 est un très bon protocole. Si vous voulez conserver généralement les données en local. Il y a d'autres algorithmes qui peuvent être encore mieux à ce niveau-là. On parle aussi d'algorithmes de courbe elliptique. Mais le chiffrement par AES 256 est un très bon protocole de chiffrement. Donc actuellement, vous êtes parfaitement protégé pour vos données en local. En tout cas, ce qui concerne le chiffrement. Il n'y a pas un attaquant qui va potentiellement casser ce chiffrement. C'est très compliqué pour lui. Michel Andrieni, quel est le nom du meilleur générateur de mots de passe selon vous? Que vaut Norton? Alors, au niveau des mots de passe, et surtout, en fait, j'imagine dans le générateur de mots de passe, vous pensez gestionnaire de mots de passe. Nous, on recommande souvent Dashlane. Dashlane qui est un très bon gestionnaire de mots de passe, ou encore un Bitwarden. Si vous voulez, on peut aussi, vous pouvez mettre votre adresse mail et on peut vous partager des documentations publiques qu'on a rédigées pour pouvoir implémenter le plus facilement possible des gestionnaires comme Bitwarden ou Dashlane qui vont pouvoir permettre à vos collaborateurs et à vous de gérer vos mots de passe et d'en générer de mots de passe robustes. Une question de Myriam Jamali. Comment Stoic couvre les artisans victimes de phishing en interceptant leur RIB? Est-ce l'assurance est-ce l'assurance Stoic est-ce que j'imagine est-ce que Stoic prend en charge ce préjudice? Donc
ça, c'est à voir comment l'attaquant a pu récupérer le RIB. C'est-à-dire que si l'attaquant a récupéré, et a compromis l'accès, mail de la personne, on peut considérer que oui. S'il a pu le changer d'une autre manière, par exemple via le biais d'une autre application, d'une transaction financière, non. C'est véritablement si on a une intrusion dans votre SI, une intrusion sur votre compte, où là, on va véritablement le prendre en compte. Hem, est-ce que Merci Corentin. Mais écoutez, avec plaisir, on commence à arriver vers le 11h45. J'espère que j'ai pu répondre au maximum de questions, au maximum de questions possibles. Pour ceux qui veulent le replay, vous pouvez le regarder juste après cette présentation. Lorsque la présentation sera finie, vous pouvez regarder le replay. J'espère que vous avez appris le plus de beaucoup de choses. C'était le but de ce webinaire et que tout a été clair donc durant cette présentation. En tout cas, c'était un plaisir de la faire avec vous. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter une excellente journée et en espérant que vous ayez appris beaucoup de choses. Merci à vous.